Excellences, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, le protocole vous remercie de votre présence dans cette salle. Dans quelques instants, les relations de partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque africaine de développement seront au centre de ce panel sous la direction du journaliste de renom, M. Willy Kalengai, directeur général de Géopolis Magazine, à qui nous donnons la parole. Monsieur Willy Kalengai. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je vous souhaite la bienvenue à ce panel qui est organisé suite des entretiens entre la Banque africaine de développement et la République démocratique du Congo. Ce panel va s'articuler autour de notre volonté à enrichir, si pas à accroître les relations de partenariat entre les deux organes, entre le pays, notre pays et la Banque africaine de développement. C'est pourquoi, avec votre autorisation, Monsieur le Président de la République, parce que ce panel sera animé de haut niveau par vous-même et par le président de la BAD. C'est pourquoi je vous prie, avec votre autorisation, de venir prendre place sur ce plateau. Merci. La République démocratique du Congo a une vocation de puissance. Et cette vocation interpelle toute génération. Chaque année, chaque fois, chaque génération doit donner de sa part dans cette lutte que nous avons contre la pauvreté et pour un développement harmonieux. Notre génération est aussi interpellée et des moments comme celui-ci sont des moments importants où nous donnons notre contribution dans ce combat contre la pauvreté et pour le mieux-être de toutes les populations. Avant que nous n'entrions dans les vifs du sujet, avant que nous puissions entendre le président de la République et son hôte, le président de la BAD, pour savoir comment nous pouvons tirer profit de cette proximité intellectuelle qui va devenir une proximité économique et financière. Qu'en est-il de la République démocratique du Congo? Nous avons vu là, la Banque africaine de développement a beaucoup de secteurs d'intervention et dans beaucoup de pays africains. Notre pays à nous, qu'en est-il exactement? Au cœur de l'Afrique, il y a un vaste continent qu'on appelle le Congo. Alors pour savoir ce que l'on peut faire dans ce pays, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les différentes possibilités qu'offre ce Congo pour les investissements, nous allons appeler le directeur général de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement, l'ANAPI, de prendre la parole dans quelques minutes pour nous répondre exactement. Vous avez vu ce que la BAD fait ailleurs. Qu'est-ce qu'elle ne peut pas ne pas faire chez nous? Est-il possible de croire en cela? Je vous appelle donc M. Anthony Kenzo, directeur général, de prendre la parole. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages les plus différents. Excellence, Monsieur le Président de la BAD, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités en vos titres et qualités, merci pour la parole qui m'est accordée. Je voudrais obtenir l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de pouvoir me mouvoir juste devant avec la présentation que je voudrais faire. S'il me l'accorde, je peux me présenter devant. Willy, est-ce que je peux t'emprunter ton micro? Je ne peux comme tempérer, le chef a déjà donné oui. Merci beaucoup. Qu'est-ce que la RDC peut offrir dans notre pays? Je pense qu'on peut offrir tellement de choses, tellement d'éléments qui existent dans la RDC. Quand on parle de la RDC aujourd'hui, ce qui se passe dans la presse, et si vous suivez même aujourd'hui dans la presse, on parle d'Ebola, on parle simplement de l'insécurité. Je voudrais poser la question à Son Excellence, Monsieur le Président, avec tous mes respects. La BAD, est-ce qu'il y a de l'insécurité depuis que vous avez quitté l'aéroport jusqu'ici? Je pense qu'il n'y en a pas. Et qu'est-ce qu'on peut offrir en RDC? Je parlerai des opportunités d'investissement et de l'intégration de l'Afrique, partant des liminaires jusque pratiquement à l'ANAPI, qui est le service de facilitation, et on passera par une petite et courte présentation de la RDC, qui est connue, je pense, de chacun d'entre nous,
mais aussi des opportunités d'investissement pour finalement répondre à Willy. Quelques minutes que vous m'avez accordées, je pense que je peux glisser sur les petites minutes qui m'ont été accordées. J'aime beaucoup cette image qui nous a été présentée, et on voit ici son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui dit dans son discours d'investiture, et je veux le citer, « Nous travaillerons pour rendre le climat des affaires plus attractif et compétitif, notamment par l'aménagement de la fiscalité en faveur du développement. » À un certain moment dans ce pays, on pensait qu'il n'y avait pas une appropriation, et aujourd'hui, il y a une direction qui est donnée. Il y a une appropriation à un plus haut niveau sur la question de l'amélioration du climat des affaires. Et ceci donne, j'allais dire, un sentiment de paix relativement pour dire, voilà, à un niveau élevé, on est en train de prendre en charge la question du climat des affaires. On dit certainement que dans notre pays, la fiscalité est très élevée, mais je pense qu'avec cet engagement, dans les années qui viennent, dans les jours qui viennent, on pourra avoir un aménagement et un soulagement. Si on doit parler de la RDC, je pense que je ne vais pas rester sur ce slide assez rapidement. 2 345 000 km² qui sont donnés avec 2 fuseaux horaires et avec 9 pays voisins, 80 millions d'habitants, et avec les 9 pays, nous avons 250 millions de consommateurs. Et dans un slide qui va venir tout à l'heure, lorsque je parlerai de 80 millions d'habitants et 80 millions d'hectares de terres arables, si on pouvait donner à un seul Congolais, ne serait-ce qu'un hectare, on ne parlerait plus des mines, on ne parlerait plus du tourisme, on ne pourrait parler que de l'agriculture. Et cela peut faire avancer une chose. 9 pays voisins, je ne connais que 2 pays aujourd'hui qui peuvent avoir cette opportunité, c'est la RDC et c'est la Chine, qui font en sorte que nous puissions avoir un potentiel énorme en termes d'intégration et en termes d'écoulement de produits qui, normalement, devraient sortir de notre pays. Carrefour au niveau de la RDC. Pourquoi je parle de Carrefour? Parce que vous allez voir qu'est-ce qu'il y a dans ce Carrefour. De là, nous pouvons avoir le cobalt qui peut en sortir. De là, nous pouvons avoir de l'eau qui peut en sortir. De là, nous pouvons avoir des produits forestiers qui peuvent en sortir. De là, de la RDC, on peut aller de n'importe quel coin de l'Afrique, et donc on parle donc de l'intégration. C'est ça le potentiel que nous avons dans notre pays. Et aujourd'hui, les raisons d'investir, c'est un environnement macroéconomique qui est en train de s'améliorer. Je ne vais pas parler des années avant 2002 où on avait une hyperinflation. Je vais m'attarder simplement 2013 jusqu'à 2018, où à un certain moment, on a atteint quand même un taux de croissance de 9,5. Et pour terminer en 2018, malgré le fait qu'on était dans une période électorale, à 5,8%, et c'est qui a été quand même remarquable, et j'ai aimé ce que le président Labad a dit ce matin, c'était remarquable malgré les challenges que nous avions. Et des perspectives d'amélioration de ce taux sont envisageables en 2019, 2020 et pourquoi pas dans les 5 ans qui sont en train d'arriver. Intégration régionale, pourquoi et quid? Nous avons ici une intégration régionale qui nécessite que nous puissions faire de l'Afrique une priorité. Le développement de l'Afrique doit être une priorité. Et ça veut dire aussi que nous devons avoir une libre circulation des biens et de personnes. Nous avons vu le spot de la BAD qui est arrivé ici. Il faudrait qu'un Congolais puisse sortir de ce pays, aller au Maroc, aller en Tunisie, aller en n'importe quel pays et s'y sentir chez soi. Et il faudrait donc qu'une autre nationalité, lorsqu'elle quitte son pays et venir en RDC, et qu'il puisse aussi se sentir chez lui. C'est ça la raison de cette intégration régionale, qui nécessite ceci comme acteurs. Nous avons tous les acteurs qui sont africains, notamment les législateurs, les décideurs, et bien sûr le secteur privé qu'est la société civile. Si nous arrivons au niveau de la société civile, nous devons normalement avoir ce que nous avons comme conséquence d'intégration. Nous avons les types d'achats que réalisent les consommateurs. Il faudrait que les produits qui soient achetés au niveau du Cameroun, au niveau du Sénégal, aient les mêmes standards qu'on doit trouver ici. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un renforcement de capacité dans les standards des produits qui devaient être produits et une viabilité économique de la communication. Et bien sûr, nous devons avoir des modalités de transfert d'argent aux familles ou d'octroi de capitaux pour le lancement des entreprises qui soient véritablement intégrées. Qu'est-ce que nous avons encore? On a un impact qui resserre les liens entre les agents économiques et ça favorise les investissements transfrontaliers. Ça passera certainement par une intercommunication, ça passera par une informatisation, ça passera par une digitalisation, ça passera par une communication. Et les préalables, ça veut dire que nous devons avoir des infrastructures interconnectées. Et autre préalable, ça doit être de l'énergie et bien sûr l'aspect de la télécommunication. Sans cela, on ne peut pas arriver à une intégration réelle et effective. Si nous devons parler de la RDC du point de vue Doing Business, j'ai l'habitude de le dire et je le dis devant son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons des gros défis dans le secteur de Doing Business. Nous sommes
6e à partir du bas, 184e sur 190, mais je crois que dans les années à venir, cela va s'améliorer. Création d'entreprise, aujourd'hui, 3 jours, 3 procédures. Hier, c'était 6 mois, 1 année, c'était la croix et la bannière. Aujourd'hui, c'est $80. Hier, c'était $2000, $3000. Hier, on devait payer, pour créer une SARL, il fallait l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République. À ce moment-là, il fallait un conseil de ministres. À ce moment-là, il fallait ceci. Et Dieu seul sait à quel moment son Excellence, Monsieur le Président, devait signer. Aujourd'hui, en un seul point, guichet unique de création d'entreprise, on peut créer une SPRL, on peut créer une SARL, on peut créer une SARLU, et cela au même standard que dans certains autres pays. Et j'ai même l'habitude de dire qu'en RDC, nous sommes beaucoup plus avancés parce que nous accordons le RCCM, l'identification nationale, le numéro impôt, l'affiliation à l'INSS, l'affiliation à l'INPP, tandis que dans d'autres pays, on accorde simplement que le RCCM. Donc nous sommes beaucoup plus avancés que certains pays. Permis de construire, autorisation de bâtir, qui hier était la croix et la bannière. Aujourd'hui, en 21 jours, maximum 30 jours, nous avons notre permis de construire et le taux et le prix est connu. C'est $1,8 par mètre carré, sans oublier les autres frais connexes qui sont au niveau de la banque, mais le taux principal, c'est $1,8 par mètre carré. Transfert de propriété, lorsque nous arrivons au niveau de la justice, ce sont les plus grands combats qui existent au niveau de la justice. Nous avons des conflits de succession qui n'existent que sur les éléments fonciers. Mais là, on commence à sécuriser de plus en plus les certificats d'enregistrement. Il y a encore du chemin. On arrivera bientôt à avoir un cadastre foncier où chacun pourra consulter au niveau de l'Internet pour voir quel est le lopin de terre qu'il voudrait avoir. Et on est en train d'avancer sur ça. Pour votre information, Excellence, nous sommes en train de travailler avec quelques bailleurs pour digitaliser toute une circonscription foncière. Et nous pensons que nous pourrons y arriver d'ici la fin de l'année pour avoir une circonscription foncière digitalisée de bout en bout et pour le repliquer au niveau de toutes les provinces de la RDC. Paiement, taxes et impôts, téléprocédures, ce qui était un rêve, ce qui était pratiquement inimaginable. Aujourd'hui, nous avons des télédéclarations au niveau de la Direction générale des impôts. Nous avons la réduction de du taux de l'impôt sur les bénéfices et profits. En 5 ans, nous avons, nous, en RDC, réduit 2 fois le taux de l'impôt sur les bénéfices et profits, qui est en fait la principale ressource de l'État. Ça, c'est un effort. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place et qui montre que nous sommes en train d'écouter le secteur privé pour rendre notre fiscalité beaucoup plus adaptée au niveau des investisseurs privés. Guichet unique de paiement, taxes et impôts qui existe aujourd'hui pour les PME. On est en train de réduire de plus en plus les procédures pour que ça soit de plus en plus fluide par rapport aux PME. Et ils peuvent aller en un seul endroit. Et à Kinshasa, le guichet unique, c'est le centre des impôts pilotes. C'est qui se fait. Là, on y paye l'IPR, l'INSS, l'INPP et l'ONEM. Ils n'ont plus besoin de pouvoir se déplacer. Avec un seul formulaire unique, ce sont là des modèles et des exemples de l'amélioration du climat des affaires dans le paiement taxes et impôts. Commerce transfrontalier, je n'en parle plus. Aujourd'hui, nous avons une plateforme électronique qui fait en sorte que les opérations d'import et export sont de plus en plus fluides. Hier, ce qui allait au niveau de Matadi passait de bureau en bureau. Aujourd'hui, la plateforme électronique qui est gérée par Ségus, une société mixte, partie État, partie nationale, donc partie française, avec le bureau Veritas. Et nous pensons que d'ici les années qui viennent, elle sera totalement nationale par rapport à l'accord qui avait été signé. Exécution de contrat, nous avons des centres d'arbitrage qui permettent des discussions sur les litiges en matière de commerce. Aujourd'hui, tous les investisseurs se posent la question de savoir si je viens en RDC, est-ce qu'il y a des garanties juridiques? Est-ce qu'il y a des garanties qui peuvent faire en sorte qu'on puisse exercer ces opérations normalement? Je dis oui, nous avons notre constitution, les textes les prévoient, nous avons le code des investissements, nous avons les différents autres textes. Ça, c'est par rapport au droit interne. Mais par rapport à l'international, nous avons aussi adhéré à différents autres traités. Je vais les citer tout à l'heure. Nous avons adhéré à l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires, ce qui fait qu'on peut faire des affaires autant en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, qu'on peut le faire ici en RDC, à l'exclusion bien sûr du droit fiscal qui répond de la souveraineté. Nous avons adhéré à l'ACA, l'Agence Assurance pour le Commerce en Afrique, le traité de Sirdi, le traité de MIGA, la Convention de New York et le protocole de la SADC et d'autres éléments. Je n'ai cité que ceux-là qui sont principaux. Je voudrais insister ici que toute personne étrangère, lorsqu'elle exerce en RDC, il est interdit de la nationalisation, il est interdit de l'expropriation. Aujourd'hui, c'est des éléments qui étaient rendaient les investisseurs étrangers frileux. On n'exproprie plus, on ne nationalise plus les entreprises. Donc je pense qu'il est important que ce message passe.
Et je dis aussi aux investisseurs étrangers, il y a une liberté de transfert des revenus qui sont générés. On peut rapatrier ces fonds. Bien sûr, il faut respecter la réglementation de change qui existe là-dessus. Et bien sûr, il y a la liberté des droits acquis. Par rapport à l'opportunité d'investissement, je voudrais ici présenter les secteurs qui sont les plus importants. Lorsque je suis son Excellence, Monsieur le Président de la République, il insiste sur l'énergie et qui donc est un des secteurs prioritaires, mais mis ensemble avec l'agro-industrie et l'infrastructure. Aux côtés de ça, nous avons les mines et les hydrocarbures, nous avons l'industrie industrialisante, l'habitat, le social. Mais j'insiste sur le tourisme et aussi sur l'éducation. On ne peut pas investir s'il n'y a pas un renforcement de capacité au niveau de l'éducation, et le tourisme est une niche. Mais quelle est la vision stratégique? Nous avons une vision assise sur 3 éléments. Premièrement, la diversification de l'économie pour le développement des secteurs productifs à forte valeur ajoutée. On ne doit pas rester simplement sur les mines. Les mines passent, mais l'agriculture doit être un secteur qui doit normalement faire développer notre pays. Mobiliser les capitaux et accéder au marché financier, c'est le 2e axe. Et 3e axe, il faut capturer de manière efficiente et transparente les recettes des ressources extractives pour les remettre dans les secteurs à forte valeur ajoutée. Dans les mines, pourquoi pas créer un basket fund qui va faire en sorte qu'on puisse développer le tourisme, renforcer l'éducation, renforcer l'agriculture, renforcer un certain nombre d'éléments qui vont finalement donner en ce que nous avons à voir le développement intégral du pays. Qu'est-ce que nous avons encore dans ce secteur? Nous avons, en termes d'opportunités d'investissement, le temps me manque de parler des mines. Notre pays est prisé pour le cobalt, prisé pour le cuivre, prisé aujourd'hui pour l'or, prisé pour le diamant. Et nous avons donc, pour ceux qui ont vu le cours de chimie et le cours de biochimie, tout ce qui se trouve sur le tableau de Mendeleïev, toutes ces ressources se trouvent dans notre pays en RDC. On retrouve tout ça dans notre pays. Et qu'est-ce que nous avons encore en termes d'opportunités d'investissement? Le cobalt, 60% des réserves mondiales. Le coltan, chacun de nos téléphones ici, je pense qu'il y a une partie des réserves de la RDC qui se trouve dans nos téléphones et même les téléphones qui se trouvent à l'étranger. Il n'y a pas que les mines, il y a l'hydrocarbure. 6% des réserves pétrolières en Afrique se retrouvent dans notre bassin côtier, au niveau du Congo central. Nous avons 800 000 km² avec 32 blocs qui sont encore à ce jour non attribués. Et on les répartit au niveau de Graben-Albertine, Graben-Tanganyika, au niveau de Kivu, au niveau du lac Upemba. Mais nous avons aussi, dans le secteur des hydrocarbures, des opportunités. On peut faire des pipelines, on peut produire du bitume routier, on peut certifier nos réserves pétrolières pour finalement savoir où est-ce que nous en sommes. Et on a une loi aujourd'hui sur les hydrocarbures qui permet à chacun de nous de pouvoir y accéder. Et dans l'autre secteur du pétrole, nous avons le secteur agricole. En dehors des mines, en dehors des hydrocarbures agricoles. J'en ai parlé tout à l'heure. 80 millions d'hectares de terres arables, 4 millions d'hectares de terres irrigables traversées par l'eau, 700 000 tonnes de poissons par an. Nous sommes le seul pays où le poisson meurt de vieillesse dans notre pays. Je pense qu'il est en train de crier « Venez me manger parce que je suis tellement vieux ». Et un climat varié et une pluviométrie qui est abondante. Mais les réformes opérées, c'est que nous avons une loi agricole qui appelle encore aujourd'hui un certain nombre d'améliorations, notre loi agricole, mais au moins nous avons un cadre réglementaire, ce qui n'existait pas encore avant. Mais nous avons aussi dans le secteur agricole un décret qui est très incitatif. C'est le décret sur le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur. Et à côté de ça, nous avons des opportunités, l'industrie pérenne, donc la culture pérenne, la culture vivrière, mais nous pouvons développer plusieurs projets d'incubateurs des PME, mais nous pouvons aussi développer des activités économiques telles que des parcs agro-industriels. Le temps me manquerait de parler de l'électricité. 100 000 mégawatts, j'allais même dire 170 000 mégawatts pour que je n'ai pas M. Kapanji sur mon dos, parce que les 100 000 peuvent être les hydros, mais on a 70 000 qui ont été identifiés sur le plan solaire. Donc, on peut développer la combinaison de l'hydro et du solaire, 170 000 mégawatts seulement en RDC. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de l'éolienne, je n'ai pas parlé du bois, du charbon minéral. Si nous mettons le tout ensemble, je pense qu'on peut donner de l'énergie électrique dans la plupart des pays du monde. Pas seulement de l'Afrique, mais autant du monde. Un projet existe même au niveau de la Guinée pour faire en sorte d'utiliser notre énergie au niveau de Inga. Et ça, c'est une preuve qui montre qu'à partir de Inga, on peut aller en Égypte, comme on peut descendre vers l'Afrique du Sud et dans toute la partie de l'Afrique. Et ça, ce sont les 3 pôles qui sont présentés ici. 44 000 simplement pour Inga, mais 2,5% seulement qui sont exploités.
Et qu'est-ce que nous avons encore à côté de ces opportunités d'investissement? Nous avons un cadre d'investissement qui permet de pouvoir inciter un investisseur à venir dans notre pays. Loi sur les zones économiques spéciales et Code des investissements, loi agricole, électricité, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'avantages qui peuvent être donnés, loi agricole, des exonérations qui peuvent être données pendant toute la durée de vie du projet, la loi sur l'électricité qui vous permet d'exonérer le matériel qui est lié à votre projet d'électricité. Et nous avons une loi qui est assez importante, qui appelle certainement une amélioration, c'est la loi sur le partenariat public-privé. Cette loi, elle est innovante pour notre pays, à son article 15. Et je voudrais le lire. L'État garantit l'exécution effective du contrat conformément à sa durée et aux engagements des parties, quel que soit le changement du cadre légal, et réglementant régissant le dit contrat, ou les changements intervenus dans la direction de l'État ou de l'autorité contractante. Ici, c'est la stabilité du contrat qui est mise en place et qui rassure l'investisseur. Ça veut dire donc que l'État, la RDC aujourd'hui, est de plus en plus attractif et fréquentable. Et cela est déterminé, bien sûr, en fonction de la nature et de l'objet du contrat. Nous avons aussi le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur, sous l'autorité du ministre des Finances, où on donne l'exonération sur 3 secteurs par rapport à la TVA, à l'importation, à l'intérieur pour les ventes et aussi sur les prestations de services. Si on combine aujourd'hui le partenariat stratégique sur la chaîne de valeur et le code des investissements, je parle aux financiers, on va se retrouver dans ce pays en train simplement de faire des affaires sans véritablement sortir un élément de sa trésorerie. On ne paierait que l'IPR à ce moment-là ou quelques autres taxes. Mais cette loi donne d'autres avantages. C'est qu'à l'intérieur du pays, elle impose aux gouverneurs des provinces de pouvoir exonérer des droits et taxes au niveau des provinces, un rabattement des taxes et l'application des tarifs préférentiels pour l'énergie par kilowattheure. Il faut simplement être une entité de droit congolais, investir à hauteur de 15 millions et cela se donne une seule fois pendant 4 ans. Et ça, cette loi, en fait, elle intervient là où on transforme les matières premières congolaises. Il faut créer de la valeur pour être bénéficiaire de cette loi. Il y a aussi l'ANAPI, qui est un outil qui permet à ce que les investisseurs puissent se sentir à l'aise. Avec quoi? Avec ces missions, 4 missions. La promotion de l'image du pays. Est-ce qu'on peut m'aider finalement? La promotion de l'image du pays, image positive, la promotion des opportunités du pays et même l'accompagnement des services. Nous devons, nous, Congolais, faire de la promotion de l'image du pays, plaidoyer sur l'amélioration du climat des affaires, opportunités d'investissement, et nous accompagnons les investisseurs. On accorde des avantages au coût des investissements, mais en termes de mission spécifique de l'ANAPI, nous challengeons aussi certaines lois qui existent, parce que nous devons donner quelques avis sur des lois qui sont présentées, et on identifie les entraves et les lois. Et je conclus donc par ceci. Je nous demande de pouvoir croire en la RDC. Excellence, Monsieur le Président, je vous demande de pouvoir dire aux investisseurs, venez en RDC. Et voici une image de la RDC qu'on doit changer. Un investisseur qui vient, lorsqu'il investit dans ce pays, voici ce qu'il transforme. Et finalement, il rentre. C'est une opération win-win. Il gagne de l'argent et le Congolais, lui aussi, gagne de l'argent. Je voudrais, avec votre permission, avec la permission de Willy, de pouvoir suivre ce spot qui va nous dire quelque chose sur notre pays. Excellence, merci beaucoup. Le long du fleuve le plus puissant d'Afrique. La RDC, terre de tous les trésors. Aujourd'hui, à l'aube de la première alternance politique pacifique de son histoire, nous vous invitons à découvrir et à investir dans ce pays continental. Parce que nous avons tant à offrir, avec vous, construisons la RDC. Encore une fois, merci. Je voudrais remercier le directeur général de l'ANAPI qui nous a donné un plat de résistance consistant. Ceux qui avaient encore un peu de doute sur le pays vont développer leur foi dans ce pays. C'est un pays qui décourage les hommes sans foi. Parce que quand vous regardez ce potentiel, vous dites qu'il y a toujours à faire. Et on en aura toujours d'ailleurs. C'est pourquoi j'ai parlé de chaque génération à sa mission. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la BAD, nous allons échanger quelques moments ensemble devant des opérateurs économiques qui sont là, les secteurs privés. Cette salle est remplie des patrons. Ils voudraient bien entendre ce que la BAD, effectivement,
est prête à faire pour les secteurs privés. Les hommes d'affaires n'ont pas beaucoup de temps. Ils veulent aller à l'essentiel. Ils veulent savoir ce qui est faisable aujourd'hui, demain et après-demain. C'est comme ça que ma première question, qui va relancer cet échange entre vous deux, je vous l'adresse à vous, Monsieur le Président de la BAD. En règle générale, qu'est-ce que la BAD fait pour le secteur privé? Je vous en prie, vous avez un micro. Merci. Ça marche bien. Oui, merci beaucoup pour cette question, mais avant que je réponde à cette question, Oui. Je dois remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour m'avoir invité à ce beau pays. Donc, vous venez de parler. Et je suis ici en ce pays, j'amène 3 casquettes. La première casquette, comme vous venez de dire, c'est président de la Banque africaine de développement. Oui. La deuxième casquette, j'amène les ressources et le soutien de la Banque africaine de développement. Et troisièmement, pour moi, le plus important, je suis un frère et ami de votre président. Merci. Voilà les 3 choses les plus importantes. Donc, quand vous parlez de la relation entre la Banque africaine de développement et la RDC, moi, j'aime beaucoup les mariages parce que chaque fois les gens m'invitent au mariage, je vais parce que j'aime le mariage. Et je danse aussi, Monsieur le Président. Et ce mariage de développement, il appelle le mariage de développement entre votre pays et la Banque africaine de développement, a commencé en 1973. Depuis ce moment, nous avons investi ici plus de 6,1 milliards de dollars américains. À l'heure actuelle, nous avons les portefeuilles qui sont actifs, Monsieur le Président, d'environ 1,5 milliard de dollars américains. Mais quand vous parlez de la secteur privé, c'est le secteur privé qui est le moteur. Je suis vraiment très impressionné par votre présentation. Parce que c'est le moteur de l'économie. En Afrique, pour la plupart, c'est le secteur public qui font tellement de choses. Mais c'est le secteur privé. Mais quand on parle du secteur privé, il ne faut pas oublier, ce n'est pas simplement les grandes personnes. Ce sont toujours les petites et moyennes entreprises qui font partie de 70-80%. Vous prenez par exemple, nous, en tant que votre pays ici, nous avons fait 2 opérations que je pense que sont très importantes pour moi d'expliquer. Nous avons fait l'investissement de 53 millions de dollars pour vous aider à nettoyer le climat des affaires. Donc, vous voulez le faire là. Donc, je suis ici, j'ai suivi les résultats et je suis content que vous faites le progrès. La deuxième chose, c'est que, bon, ici, il faut construire, il faut le ciment. On l'appelle Unjumba, Ya, Atiga, c'est ça? Atiba, oui. Dans laquelle nous avons fait le financement de 30 millions de dollars. Et aujourd'hui, ils font le clinker, 1,1 million de tonnes de clinker. Ils font le ciment, 1,2 million de tonnes de ça. Aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent 60% de tous les marchés régionaux au niveau de ciment. Et à la fin des choses, ça crée tellement d'emplois. Une autre chose, je viens de parler, Excellence, Monsieur le Président, concernant les petites et moyennes entreprises. Vous savez que l'enfant qui est né, qui est comme ça aujourd'hui, ça va grandir. Il ne faut pas toujours voir les gens qui sont grands, il faut voir de là-bas. Là. C'est comme ça, tous les maïs. C'est ça pour lequel nous avons fait les financements de 15 millions de dollars dans les banques qui s'appellent Raw Bank pour octroyer les gens, pour faire le financement pour les petites et les moyennes entreprises. Mais je vais terminer avec quelque chose. Quand vous appelez Antoine, non? Anthony. Oui, Anthony. Yeah. Monsieur le Président, quand je suis là, j'ai regardé les choses, j'ai dit, mais il parle potentialité de ça, potentialité de ça, potentialité de ça. J'ai dit, mais Dieu est vraiment grand, hein? Il aime beaucoup le RDC. Vous avez donné tellement de potentialité, énergie, agriculture, tout est potentialité. Mais je suis en train de chercher où il y a le marché, on va vendre la potentialité là. Donc, ce qu'on doit faire, je pense que c'est le raison pour laquelle je suis venu pour discuter avec Monsieur le Président.
Il faut transformer ça. Il faut dégager ces potentialités. Je suis convaincu que c'est avec la leadership de M. le Président, avec son provision et avec le soutien de la banque, vous pourrez être assuré, M. le Président, de tous nos soutiens derrière ça. Je n'ai pas aucun doute qu'on va arriver pour déclencher la potentialité dont vous avez parlé là, pour que ça devienne la réalité. Merci. Merci, Monsieur le Président de la BAD. Excellence, Monsieur le Président, vous avez suivi vous-même votre interlocuteur et d'ailleurs, j'emprunte son terme de mariage quand il dit qu'il y a un mariage fort aujourd'hui entre la RDC. Évidemment, devant témoins, ce mariage va être scellé. Mais je voudrais encore plus fortement vous demander quelle est la volonté politique qui vous a animé pour ce retour à ces partenariats stratégiques avec la BAD. Pourquoi vous avez décidé de vous impliquer vous-même directement au plus haut niveau de l'État et là, d'être là présent aujourd'hui par rapport à la BAD. Et pourtant, il y a quand même beaucoup de partenaires. Pourquoi cette insistance sur la BAD? Monsieur le Président. Oui, merci beaucoup. Mais je crois qu'il faut plutôt inverser la question et la poser à la BAD. Pourquoi est-ce qu'elle vient? Et je saisis aussi cette occasion pour rendre hommage à mon frère, Akin Adesina, qui très vite est venu à notre appel pour nous accompagner dans ce que nous faisons. Il a cru en nous et il s'est engagé à nous accompagner. Qu'est-ce qui le motive? Il s'est passé quelque chose d'important. Il n'y a que nous, Congolais, qui ne voyons pas, qui ne percevons pas cela. Mais depuis janvier dernier, il y a eu dans ce pays une alternance politique et démocratique qui s'est faite de la manière la plus civilisée qui soit. Et cela a contribué à renforcer ou à améliorer, en tout cas, l'image de notre pays. Ajouter à cela les potentialités qu'offre ce pays, à la fois des potentialités humaines, mais également naturelles. Le Congo est au centre de l'Afrique, dans une position qui est géostratégique. Le Congo, avec ses potentialités, est capable de booster, en tout cas, si pas toute l'Afrique, une partie de celle-ci, une grande partie de celle-ci. Il y a ensuite la vision que nous avons en commun. Je vous en ai dit quelques mots donc, au début. Ça l'a convaincu de venir. Mais venir pourquoi? Mais parce qu'il y a des attentes. Des attentes à la fois internes, de la part du peuple, et nous voulons répondre à ces attentes, mais également des attentes extérieures, et à commencer par nos voisins, parce qu'aujourd'hui, nous croyons en l'intégration africaine et nous allons y travailler. C'est pour ça que j'ai beaucoup, ces derniers temps, j'ai beaucoup donné de l'avantage à nos relations avec nos voisins, parce que je crois en l'intégration africaine, je crois au libre-échange en Afrique. Et c'est pour ça que la BAD, qui est inscrite sur la même longueur d'onde que nous, est présente pour nous accompagner. Voilà. Merci, Monsieur le Président, merci beaucoup. Nous cheminons ensemble dans cet échange. Hein. C'est pas une interview, c'est un échange. Monsieur le Président de la BAD, le Président de la République, vous venez de le suivre, il est clair, notre pays a vécu un moment important de son histoire, une opportunité essentielle s'agissant de l'alternance. En même temps, vous, au niveau de la BAD, vous avez 5 piliers. Quand vous êtes arrivé à la BAD, vous avez tout de suite là aussi, c'était comme s'il y avait une alternance aussi à la BAD, hein, parce que vous avez défini 5 priorités sur lesquelles la BAD a travaillé. Vous vouliez éclairer l'Afrique, vous vouliez donner de l'énergie à l'Afrique, industrialiser l'Afrique, améliorer les conditions de vie des populations. Ce sont les secteurs que vous avez vous-même définis. Aujourd'hui, pensez-vous que vos priorités à la BAD peuvent rencontrer les secteurs privés dans notre pays en termes d'opportunités
des financements, la BAD peut-elle directement, dans le cadre de ses priorités, rencontrer les secteurs privés au Congo, parce qu'il s'agit de cela qui est mon moteur de développement. Merci. Je voudrais, une fois de plus, féliciter son Excellence, Monsieur le Président. Il est venu nous voir. Vous avez participé, Excellence, à notre réunion annuelle de la Banque. À Malabo. On vient de à Malabo. Il y a quelque chose que Monsieur le Président avait dit. Si on parle de développement, on ne peut pas avoir le développement sans avoir la paix. Le développement passe par la paix. Dans un système, la route de la paix. C'est ça qui est vraiment très important. Je voulais lui vraiment rendre hommage parce que je lui avais dit aujourd'hui, quand nous nous avons rencontrés, que le leadership qu'il avait montré au niveau de rendre l'environnement plus propice pour les jeunes, pour les peuples, pour le secteur privé. Parce que aussi, il y a les gens qui sont prisonniers de la politique, ils sont là dans la prison, on ne peut pas continuer. Faire venir les gens qui sont à l'extérieur, libéraliser l'environnement pour les gens pour s'organiser, pour parler. Ça, c'est fondamental quand on parle de la croissance économique dans un aspect participatif de toutes les personnes. Donc, si vous regardez tous les secteurs dont vous venez de dire, je vais vous ajouter deux. Hein. Je vous en prie. Oui. Il y a éclairer l'Afrique, l'alimenter en énergie, d'abord. Deuxièmement, comme nourrir l'Afrique. Oui, la vente, ça c'est très important. Troisièmement, il faut industrialiser l'Afrique. Oui. Il faut intégrer l'Afrique, comme le président vient de dire, et il faut améliorer la qualité de vie de la population. Dans toutes les 5 là, il y a toujours le rôle pour le secteur privé et le rôle pour l'État. Si je prends l'énergie, vous êtes doté ici avec immense potentialité pour l'énergie. On vient d'écouter 100 000 mégawatts de la potentialité. 44 000 mégawatts pour Inga seulement. Donc, pour Inga, il faut le secteur public, il faut le secteur privé. Je suis vraiment, Monsieur le Président, très heureux que vous avez cette loi pour faire le partenariat public et privé. Donc, nous, en tant que la Banque africaine de développement, nous finançons le gouvernement. C'est nous qui avons financé l'étude de la faisabilité de Inga 3. Nous avons mis l'argent, plus de 65 millions de dollars pour ça. Je suis vraiment très heureux qu'il y avait eu la participation du secteur privé dans ça là. Il y avait le Rusizi, qui est l'autre chose, plus de 340 mégawatts, dans laquelle il y a la participation de financement de l'État de notre part. Il y a aussi, même aujourd'hui, on reste avec 83 millions de dollars pour le secteur privé. Mais je vois aussi féliciter le président. Parce que quand je lui avais rencontré, c'était à Nairobi, oui. Il a dit, Monsieur le Président, nous avons un problème, un souci concernant les choses de Rusizi. Parce que les gens parlent de Rusizi depuis longtemps. Ce n'est pas la parole qu'on va utiliser à éclairer l'Afrique. Et il y avait le problème. S'il y a un problème, c'est quelle zone on va faire l'arbitrage. Il y avait des gens qui disent non. L'arbitrage doit être fait ici. L'arbitrage doit être fait en Angleterre. Et c'est un projet régional qui regroupe le Burundi, le Rwanda et le Congo. Et depuis 3 ans, 4 ans, on parle d'ici, on parle de là-bas et on reste dans l'obscurité là. Donc, il dit, Excellence, Monsieur le Président, voilà le problème. Et il m'avait impressionné dans 2 minutes. Il a vu Monsieur le chef de cabinet, il dit, m'amène les choses là. Il vais signer parce que c'est mieux d'être avec la lumière, de garder la langue. La langue, ce n'est pas la langue qui donne l'électricité, c'est le financement. Donc, cet aspect, c'est très, très important. Je reviens à l'agriculture. En Afrique, on dit toujours qu'il y a pétrole et il y a le gaz. Je cherche les gens qui boivent le pétrole. Je cherche les gens qui fument le gaz. Il n'a pas encore trouvé.
mais je trouve les gens qui mangent. Et alors, aujourd'hui, en Afrique, on dépense plus de 35 milliards de dollars par an pour faire l'importation des produits denrées. Et si on ne fait pas attention, ça va arriver à 115 milliards de dollars. Et alors, vous parlez de la terre disponible, 80 millions d'hectares. Il y a l'eau partout. Et dans ce pays, aujourd'hui, vous faites l'importation 1,5 milliard de dollars par an, moyen. Et aussi l'exportation, c'est fait que 70 millions de dollars. Donc, Monsieur le Président, ce que je voulais simplement dire que ce pays, avec votre leadership, avec votre engagement, on peut le rendre comme une grenier pour l'Afrique. Parce qu'il y a l'eau, il y a la capacité humaine, il y a le soleil partout. Donc, je pense que c'est une place dans laquelle le secteur privé doit prendre place. Mais pour ce faire, il faut changer la mentalité concernant l'agriculture. L'agriculture n'est pas agriculture. Non, j'étais ministre de l'agriculture nigérienne. La valeur du secteur alimentation et agrobusiness d'ici 2030 en Afrique sera 1000 milliards de dollars américains. Mais soit on produit, on transforme, on fait la logistique et tout ça là, c'est nous qui contrôlons ça. Sinon, c'est les autres qui vont contrôler. Donc, je voulais que c'est très important de voir l'agriculture comme un business. Hein? Pourquoi pas les paysans qui sont comme moi avec nous de papillons comme ça. Quand j'étais, Monsieur le Président, ministre de l'Agriculture nigérienne, il y a même les gens qui m'avaient dit, est-ce que vous êtes ministre de l'Agriculture? Il dit oui, parce que l'agriculture, c'est la richesse. Hein? L'agriculture, ce n'est pas un secteur dans lequel on fait la gestion de la pauvreté. Regardez, aujourd'hui, vous faites le breakfast cereals. Kellogg. On fait le breakfast, petit déjeuner, on prend le céréal. Céréal Kellogg. Mais qu'est-ce que ça veut dire Kellogg? Kellogg, c'est le maïs. Avec extrusion, on met le sucre et c'est terminé. Et le monsieur est devenu milliardaire. Mais, Monsieur le Président, vous avez dit, je suis totalement avec vous pour la transformation de ce secteur agricole pour que ça devienne de la secteur de la richesse. C'est la raison pour laquelle nous voulons faire l'investissement ici pour la création de zones spéciales agro-industrielles pour agro-industrialisation pour pouvoir faire la valeur ajoutée. Pour terminer, Monsieur le Président, prenez le chocolat avec votre frère président au Ghana et le président Ivoirien. de Côte d'Ivoire. J'étais vraiment très impressionné de ce qu'ils ont fait parce qu'il y a quelques jours, ils ont refusé de vendre le fièvre de cacao. Parce qu'ils se sont dit, c'est nous qui devons décider des prix du cacao. Parce que vous faites la production de 60%, les deux pays là. Et les gens qui mangent le chocolat, moi j'aime le chocolat, je sais que vous aimez le chocolat. Le marché du chocolat, c'est 120 milliards de dollars par an. L'Afrique ne retient que 2% de ça. Et alors, c'est nous qui faisons la production de fièvre de cacao. Dis-moi, je ne suis pas chirurgien, quelle est la chose qui est vraiment, I don't know, je ne sais pas comment on dit en français, brain surgery. Le chirurgien de cerveau dans la fabrication de chocolat. Il n'y a rien là. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit toutes les choses que nous produisions, soit les choses qui produisent de forêt, sur le poisson, sur le thé, sur le café, sur le cacao, on doit forcément développer les chaînes de valeur, transformer les choses, parce que les secrets de la recherche des pays dans le monde sont clairs. Les pays qui font l'exportation de matières premières deviennent toujours pauvres. Les pays qui font la transformation de toutes les matières qu'ils font, soit minières, soit agriculture, soit pétrole, tout ça, c'est eux qui deviennent riches. Merci. Voilà ce que nous voulons faire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'ailleurs, dans votre Excellence, Monsieur le Président, dans votre programme que vous avez énoncé au peuple, l'agriculture fait partie justement de ces priorités. Quand vous entendez une telle bonne disposition de la part de la BAD et que ça rejoint ce que vous-même vous avez pris comme engagement
à l'endroit de la population, ça vous donne quel type de réaction? Comment vous réagissez? C'est rare dans la vie quand même que des coïncidences belles arrivent comme ça. Souvent, on est en face de l'adversité. Mais quand vous avez comme ça une opportunité, ça vous donne un peu de la joie, hein, dans ce monde de pleurs. En effet, ça donne énormément de satisfaction. C'est pour ça que j'en profite ici pour dire que du haut de la tribune à Malabo, je n'ai pas hésité un seul instant pour plaider pour une plus grande capitalisation de la BAD. Parce que je pense que la BAD a en ce moment, dans le leadership de M. Adesina, une opportunité extraordinaire pour l'Afrique en général, mais particulièrement pour la République démocratique du Congo. Et vous faites bien de le dire, l'agriculture fait partie de nos priorités, parce que c'est un secteur qui non seulement va régler de nombreux problèmes, comme le problème de la malnutrition que nous avons aujourd'hui, qui est inadmissible. Anthony a dit tout à l'heure que nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Mais il n'y a même pas plus de 10%, je pense, qui soient exploités. Oui. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment en deçà de tout. Et ici, l'idée, c'est vraiment de booster ce secteur en créant des zones spéciales. Et là, je suis vraiment heureux de vous l'apprendre. Nous en avons parlé déjà depuis hier. Et aujourd'hui, ça m'a encore été confirmé. La BAD nous accompagnera dans cette création de zones spéciales agricoles, dont le but sera évidemment de favoriser le domaine agro-industriel. Donc le Congo, en plus de régler ces problèmes de malnutrition, en plus d'atteindre cette autosuffisance alimentaire que nous sommes capables d'atteindre et en très peu de temps, va pouvoir offrir énormément d'emplois et exporter et faire de ces produits agricoles une denrée, une de ses richesses principales. Parce que moi, contrairement à beaucoup de nos compatriotes, je ne regarde pas à nos minerais. Nos minerais nous ont créé énormément de problèmes. Si aujourd'hui le Congo est dans cette situation, c'est à cause quelque part de nos minerais. Je ne dis pas qu'il faut cracher dessus. Je ne dis pas qu'il faut cracher dessus, mais nous devons diversifier notre économie. Et nous sommes capables de le faire et de très bien le faire. Voilà. Merci, M. le Président. Nous allons vers la fin de ce panel. Je serais très heureux si on s'arrêtait là, mais il y a quand même toujours en moi quelques petits doutes, parce que c'est la Banque africaine de développement. C'est une banque, malgré tout. On n'accède pas à la banque sans conditionnalité. C'est pourquoi je profite de l'occasion pour demander au président de la BAD, vous êtes un homme communicatif, vous avez transmis l'espoir, mais l'argent de la banque, il y a des conditionnalités. Notre pays a beaucoup souffert justement à cause de la longue liste des conditionnalités. Parfois, chaque fois pour accéder à des financements extérieurs, ce qu'on demandait au pays était au-delà de l'imaginable. Je reviens donc vers vous pour que vous nous ouvriez un tout petit peu, et ce sera peut-être ma dernière question, les conditionnalités d'accès au crédit de la banque. La banque va nous appuyer, mais à quelles conditions? Vous savez que la Banque africaine de développement est totalement différente. Ça, c'est la Banque de l'Afrique. En tant que la Banque de l'Afrique, ce n'est pas mon travail de donner la conditionnalité. Mon boulot, c'est pour aider le pays africain, pour le soutenir. Ce n'est pas pour, comment on dit, mettre les choses, conditionnalités qui ne vont pas faire que les choses marchent. Oui. Je veux dire quelque chose. La seule conditionnalité, pour moi, c'est la bonne gouvernance. Oui. S'il y a la bonne gouvernance, la transparence, la comptabilité, l'argent n'est pas le problème. Je vous dis, Monsieur le Président excellent, vous le savez, nous avons commencé avec quelque chose l'année passée qui s'appelle Forum d'investissement en Afrique.
Parce que si vous regardez au niveau de financement direct étranger, ça va baisser. C'est baissé dans le temps. C'était 72 milliards de dollars, a tombé à 46 milliards de dollars. Mais pourquoi? Vous avez le cobalt, vous avez toutes ces choses. L'Afrique est dotée avec tout cela. Pourquoi pas? On ne peut pas amener attirer l'investissement du secteur privé. Donc, on avait commencé ce forum d'investissement à Johannesburg l'année passée. J'espère qu'il y a quelques-uns ici qui ont participé là-bas. Monsieur le Président, nous avons attiré l'investissement de 38,7 milliards de dollars dans une période de moins de 72 heures. Et alors, l'aide que l'Afrique a reçue l'année précédente, c'était 47 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on a fait 38,7 milliards de dollars au niveau d'investissement. Moins de 72 heures. Ça veut dire que l'Afrique a les potentialités, on a les choses, de faire les choses grandes pour nous-mêmes. Pour moi, les choses qui sont très importantes pour les pays africains, c'est juste comme un avion qui fait... le taxi. Taxi, c'est atterrissage, non? Non, qui veut atterrir. Qui veut atterrir. Non, il vient... Atterrissage. Oui, c'est atterrissage. Je veux que les investissements viennent en Afrique comme un avion qui fait l'atterrissage sans problème. Pas aucune turbulence. C'est ce que Anthony avait dit. C'est ce que vous faites, Monsieur le Président. Nettoyer le climat des affaires, rendre le contrat, l'élection de contrat très facile. Il y a les risques. Les gens parlent de risques. Mon travail, ce n'est pas pour parler de risques de l'Afrique. Mon travail, c'est de réduire les risques, parce que quand les gens parlent de risques, ils parlent de perception des risques. C'est élevé. Et la perception, ce n'est pas la réalité. Donc, notre boulot, c'est pouvoir réduire les risques pour les pays africains, soit les risques de projets, risques financiers, risques de marché et risques politiques. Vous avez parlé d'Omega. C'est ce que nous faisons. Notre banque, c'est une banque qui est derrière les continents africains pour le pousser, de faire l'accélération de développement. Parce que moi, je n'accepte pas que l'Afrique doit devenir un musée de la pauvreté. Là. On ne doit pas avoir l'avantage comparatif dans la pauvreté. On doit avoir l'avantage comparatif dans la création de richesses. C'est ce que M. le Président fait ici. Il a discuté avec moi son vision. Je lui avais dit, M. le Président, sauf que bon, je suis pris par le temps avec mon engagement. Je peux rester avec lui pour 1 semaine, 2 semaines. On avait passé beaucoup de temps. Hier, j'étais impressionné par le corps. Vous savez que il est né par un homme qui a le corps. Etienne Tshisekedi. On les connaît partout en Afrique. Et quand j'étais avec lui, il m'avait offert, Excellence, le dîner hier. En sortant de son chambre, le salle, j'ai vu en photo. Et c'était lui, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec son papa. Le papa était derrière comme ça. C'est juste comme on fait le sport, on donne le bâton pour le relais. Là. Oui, là, il a pris le bâton de son papa comme ça. Et il a vu le vieux de feu, papa. Et il est avec lui. Hein? Les jumelles. Les jumelles qu'on utilisait pour faire les choses. Pour voir de loin. Oui. Il dit, Excellence, Monsieur le Président, les jumelles là, papa veut que vous voyez plus loin. Et Dieu vous avait fait élever pour devenir président de la République. Votre père dit toujours, le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Merci. Merci, Président Adesina. Excellence, Monsieur le Président, vous allez certainement terminer ce panel. Il y a l'émotion déjà, parce que quand on évoque le personnage d'Etienne Tshisekedi, c'est difficile qu'on reste
calme. Mais néanmoins, nous allons rester calmes en posant la dernière question, Monsieur le Président. La banque dit qu'il n'y a pas de conditionnalité sauf la bonne gouvernance. Ce qui demande à notre pays de faire des réformes. Je sais que vous êtes en train de faire des réformes pour rencontrer justement cette bonne gouvernance. Alors si vous pouvez parler un tout petit peu des réformes entreprises pour pouvoir rassurer non seulement la banque, mais aussi dans cette salle, il y a certainement des investisseurs qui voudraient, dans l'arrivée de la BAD, s'incruster aussi pour investir par rapport aux réformes. Bien, je parlerai de ce qui est en train d'être fait et qui se fera, mais avant, permettez-moi de dire que la plus grande des réformes, à mon sens, c'est celle que j'ai évoquée dans mon programme de campagne, c'est-à-dire la réforme du Congolais. Évidemment, je dis le Congolais, l'homme congolais avec grand H. Hein. Je n'oublie pas les femmes, rassurez-vous, chères dames. Je pense que les malheurs du Congo, je parlais tout à l'heure des mines, passent surtout, moi je pense, en grande partie par ce que les Congolais ont fait eux-mêmes de leur pays. Et je crois que si nous ne mettons pas le Congolais au centre de nos préoccupations, le Congolais d'aujourd'hui qui a besoin d'être épanoui, d'être éduqué, d'être soigné, d'être, de faire sa promotion, en tout cas de voir sa promotion être faite pour qu'il soit capable de se prendre en charge, de prendre en main son pays. Si nous ne faisons pas cette réforme-là, qui pour moi est la plus importante, toutes les autres seront vaines. Mais ces autres réformes ont commencé. Je pense ici à celle des entreprises publiques, avec des secteurs, à peu près 4 secteurs clés qui ont un impact direct sur l'économie, hein, des secteurs de l'énergie, de l'eau, des chemins de fer, des ports. Il y a aussi des réformes que nous devons faire davantage dans la fiscalité, par rapport à la fiscalité, pour la simplifier. Et cela va avoir un impact sur le climat des affaires, son amélioration en tout cas, le climat des affaires. Mais je crois que pour rassurer les investisseurs sérieux et non les véreux, il faut que nous entamions ce combat acharné contre la corruption. Je parlais du Congolais qu'il faut réformer. Eh bien, ça, c'est la plus grande réforme qu'il faut faire dans le Congolais, c'est celui du changement de mentalité. Si nous ne changeons pas la mentalité du Congolais, mon frère Akin Adesina viendra des milliers de fois ici, il finira même par devenir vieux et retraité ici, nous ne changerons pas notre pays. Notre pays ne changera pas et ce serait dommage. Donc nous devons absolument faire cette réforme de mentalité. Donc à côté de ça, je crois qu'il y a aussi des décisions à prendre et j'ai commencé à en prendre. J'ai demandé, par exemple, à la communauté, j'ai demandé à adhérer, que le Congo adhère à la communauté économique de l'Afrique de l'Est, qui est une très très grande communauté, une des plus importantes au monde en nombre d'habitants. Et je pense que ça va énormément aider nos compatriotes de l'Est, qui, comme vous le savez, pour la plupart, commercent avec tous nos pays, tous les pays de l'Afrique de l'Est, et importent à partir des ports de Mombasa et de Dar es Salaam. Mais qui malheureusement font face à une concurrence déloyale par rapport à ces pays qui, eux, sont dans cette communauté économique et obtiennent des facilités de douane, etc., que nous n'avons pas, nous. Alors, vous vous imaginez un peu ce que ça fait comme problème chez nos compatriotes de l'Est. Donc, il y a ce genre de décisions que l'on prend qui accompagnent aussi les réformes. Et je ne parle pas de toutes ces infrastructures que nous allons mettre en place pour faciliter la circulation des biens et des personnes et ainsi influer sur cette croissance économique.
Voilà, donc c'est ce que nous avons à faire. Vous voyez que c'est très ambitieux comme programme, mais la détermination y est. Moi, j'ai toujours dit que pour réussir, pour un politique, je suis politique, pour réussir un mandat, il faut d'abord la vision. Le président Adesina en a parlé. Il faut ensuite l'organisation et puis la détermination. C'est ça qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Je vous remercie. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages référents renouvelés. Merci, Monsieur le Président de la BAD, avec toute notre gratitude pour votre intervention, votre contribution. Que peut-on dire? Nous sommes arrivés à la fin de ce panel. Nous pouvons dire une chose, et le peu que j'ai retenu, c'est que nous sommes effectivement un pays potentiellement très riche, mais il n'existe pas un marché où on vend les potentiels. Le potentiel doit être transformé pour que les produits et les biens et services soient compétitifs sur ce marché. Et le Congo, notre pays, est déterminé à transformer effectivement ce potentiel pour en faire une réalité. Mais pour y arriver, il faut que l'homme congolais puisse changer. La mentalité doit être le chantier principal. Changer dans le sens d'aller vers le bien, les biens publics. Et pour cela, il faut suivre la vision et la détermination politique qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a qu'aux Congolais et aux opérateurs économiques de s'accrocher à ces opportunités que la sphère politique nous offre. Merci beaucoup de votre participation. Merci aussi à vous tous qui avez participé à ce panel qui est maintenant terminé. Je voudrais, avec votre autorisation, Monsieur le Président, me lever pour vous demander aussi de vous lever, que je puisse en profiter pour prendre une photo moi aussi.